Je préviens tout de suite, vu le nombre de tomes que j'ai lus le mois d'octobre, cette vidéo risque de durer un petit moment quand même. Et surtout, n'hésitez pas à prendre petit quelque chose à grignoter, histoire de vous occuper pendant tout ce temps. Bonjour tout le monde, c'est Morgue, enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo des lectures manga du mois d'octobre. Et il y aura pas mal de choses à présenter, donc on va commencer tout de suite. C'est parti! On va tout de suite commencer avec la série terminée et lue des Spice and Wolf. Donc c'est une série que j'ai attendue énormément puisque pendant plus d'un an je crois, les derniers tomes n'étaient tout simplement plus disponibles ou à des prix exorbitants sur les sites de seconde main ou même Amazon. Donc j'ai patienté, la patience a fini par payer et le coffret des 4 derniers tomes est sorti. J'ai pu compléter ma série et j'ai donc pu tout lire. Spice and Wolf est une série qui va présenter deux personnages principaux, donc qui est Laurence et... comment elle s'appelle encore? Et Holo. Et donc Laurence est un marchand donc qui va se balader de ville en village. Et il va retourner dans son village natal, il me semble. Et en repartant, il va se rendre compte que il a une passagère en plus dans sa charrette. Et c'est Holo. Donc Holo, qui est la déesse des blés, donc de ce village-ci. Et elle a un but précis en tête et elle va solliciter l'aide de Laurence pour l'accomplir. Alors Laurence, il va finalement décider par accepter Holo dans sa charrette et accepter une genre de quête qu'elle lui a demandé. Et donc sur le chemin, ils vont tout simplement se lier d'amitié, ils vont se découvrir mutuellement. Et il y a même une petite relation qui va s'installer. Et donc ils partent en voyage. Sans trop spoiler, Holo, c'est donc une déesse louve, et son but à elle, c'est d'aller dans ses terres natales pour revoir les membres de sa famille, tout simplement. Et pour voyager, elle a besoin donc de Laurence. Et Laurence, lui, son but dans la vie, c'est d'ouvrir son commerce. Alors, l'histoire comme ça, elle peut paraître intéressante, en tout cas, elle l'a été pour moi. C'était une histoire qui m'intriguait beaucoup, et les dessins qui sont vraiment très jolis aussi, m'ont donné vraiment envie de me faire toute la série et de tous les lire sans avoir commencé l'un ou l'autre tome au préalable. Et j'aurais peut-être dû faire ça parce que j'ai été un peu déçue par ma lecture, à vrai dire. Moi, je pensais vraiment que l'histoire allait parler surtout de la relation entre les deux personnages principaux et, euh, et qu'ils allaient vivre ensemble des aventures et qu'ils allaient bientôt arriver chacun à leur but. Mais en fait, c'est pas du tout ça l'histoire principale, enfin le contenu principal de cette série. En fait, cette série va énormément parler du monde marchand et de toutes les magouilles qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de moments explicatifs sur la procédure dans ces magouilles, les explications de comment elles sont faites et quelles sont les solutions pour les parer, tout simplement. Et donc, ces explications, elles peuvent être, enfin en tout cas, moi je les ai senties comme ça, je les ai trouvées parfois très longues et même un peu chiantes. Il y a eu des moments où je lisais le manga mais sans éprouver d'intérêt. Et je trouvais ça dommage parce que je m'attendais vraiment à ce que la relation entre les personnages se développe et qu'il y ait une romance qui soit plus riche que ça, tout simplement parce qu'elle est vraiment mise de côté, cette romance-ci. Et, et le côté aventure également, c'est vraiment beaucoup d'explications sur le monde marchand. Et moi, je n'ai pas acheté cette série-ci pour avoir un cours d'économie. Petit exemple pour expliquer, il y a un moment où Laurence va se rendre compte que dans la ville dans laquelle il vient de mettre les pieds, faisait un peu des magouilles au niveau
poids des pièces. Donc en fait, il y a énormément de monnaies différentes dans ce monde-ci. Et en fonction des villes, cette monnaie-ci n'a pas la même valeur. Il y a des pièces d'argent, des pièces d'or, ça c'est connu. Il y a d'autres monnaies également. Et donc il va se rendre compte que certains jouent sur le poids des pièces, qui vont sortir frapper des nouvelles pièces qui auront un poids plus petit, mais qui auront la même valeur, même qui parfois auront une valeur plus grande. Puis il va tout expliquer ça. Puis je m'en fous. Enfin, il y a des moments où ça peut être intéressant, mais quand tout le manga est comme ça, et quand j'ai enfin le bonheur de me dire, ah enfin, on arrête de parler de cette histoire, il y en a une autre qui apparaît avec d'autres explications. Ça fait un peu flemmard pour le coup, mais moi je l'ai ressenti comme ça, et je trouvais ça un peu dommage. Alors vraiment désolée pour le cadre un peu dégueulasse, mais je réalise que j'ai oublié de dire quelque chose d'important par rapport à Spice and Wolf. Par rapport à ma déception, en fait je pensais vraiment qu'ils allaient parler un peu de la mythologie de cet univers, des créatures légendaires, des dieux, etc. Puisqu'ils nous parlaient dans le premier tome de Holo, donc qui est la déesse du blé, qui sait se changer en loup. Et un peu je crois que c'était dans le tome 1 toujours, on apprend qu'il y a le dieu serpent, le dieu ours et d'autres dieux comme ça. Et malheureusement, on ne les découvre pas du tout. Et on ne nous les présente pas et on n'en parle pas. Ça parle vraiment que du truc marchand. Et il y a même un moment dans l'histoire où on rencontre un personnage qui sait se changer en petit lapin blanc tout mignon. Et on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas si c'est un dieu. On sait juste qu'il gère l'économie de sa corporation. Donc c'est un lapin un peu businessman. C'est tout. Voilà. Cela dit, en regardant les avis sur internet, vous pouvez voir que ce manga, quand même, il est très bien noté et que des gens ont vraiment bien aimé cette histoire. Donc je vous le conseille quand même, mais faites bien attention que ça va parler énormément des procédures marchandes, tout simplement. Ensuite, j'ai lu un tout grand classique du monde du manga, et je parle bien entendu de Akira. Donc Akira, ça a parlé de quoi? Ça a parlé de la ville de Tokyo, qui est une ville qui est très pourrissante comme ça, qui a subi beaucoup d'attaques par armement nucléaire, qui elle-même fait suite à une explosion mystérieuse. Donc dans ce nouveau Tokyo-ci, on va dire que la place des jeunes n'est pas très sécurisante, c'est-à-dire que ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ils sont très fort malmenés, même dominés par les adultes, et donc ces jeunes-ci, ils vont un peu se débrouiller comme ils peuvent. Ici, on suit vraiment un groupe d'enfants qui sont tous orphelins, et ils vont se réfugier dans la violence. Donc ils font beaucoup de courses à moto et de batailles sur leur moto avec d'autres clans, et ils vont aussi se réfugier dans la drogue. L'histoire commence par ce groupe-ci à moto en pleine bataille contre un autre clan, et le personnage principal, Tetsuo, va tomber et se blesser suite à la rencontre avec un enfant qui a des traits de petit vieux, tout simplement. Il est tout ridé, il a les cheveux tout blancs, et il comprend pas ce qui se passe, il s'est retrouvé par terre. Et Tetsuo, une fois blessé, va être récupéré par l'armée qui cherchait lui-même cet enfant mystérieux. Et on va voir que Tetsuo va suivre des genres d'expériences pour voir s'il a des pouvoirs psychiques. Donc il y a quoi? Il y a la télékinésie, la téléportation, des pouvoirs comme ça, dans ce style-ci. Et ils vont se rendre compte que oui, il en a, et ce n'est pas un tout petit pouvoir. Voici le résumé. Akira, en fait, c'est vraiment une expérience au niveau de la lecture. Moi, j'avoue que c'est pas ma lecture préférée, mais c'est vraiment une lecture où j'ai eu l'impression vraiment de vivre une expérience, tout simplement. Donc, comment expliquer? C'est très 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 complexe. L'auteur, si vous cherchez à comprendre toute l'histoire, vous n'y arriverez pas. Si vous venez dans un but, si vous lisez Akira dans le but de comprendre quelque chose, c'est pas le bon but le bon objectif à viser. Donc,
ça va parler de la lutte des pouvoirs principalement, c'est-à-dire la lutte entre le pouvoir scientifique qui fait des expériences sur les jeunes qui sont dotés de ce pouvoir-ci, le pouvoir militaire, donc comme j'ai parlé, la Troisième Guerre mondiale, la recherche de l'armement, etc. Le pouvoir politique, tout simplement, qui gère notamment l'économie, la dette qu'ils ont suite à la guerre, c'est très complexe aussi. Et le pouvoir religieux, donc ça va parler aussi beaucoup de religion. Donc on va suivre ce groupe de jeunes, enfin, notamment Tetsuo et Hanada, je sais plus comment il s'appelle. Bref, on va suivre ces jeunes-ci. Donc l'ami de Tetsuo qui va essayer de le retrouver notamment. Il va y avoir aussi une lutte dans leur amitié parce que ce sont des grands amis de base et malheureusement depuis la révélation du pouvoir de Tetsuo, il change complètement de comportement, il est plus agressif, il fait un peu ce qu'il veut tout simplement et il va même rejoindre un clan adverse peut-être un peu pour narguer son ami qui avait tendance à prendre le dessus sur lui. C'est compliqué à condenser les 6 tomes en un seul petit résumé, mais voilà, en gros c'est ça. C'est un manga avec un thème très philosophique en fait, c'est pas trop théologique on va dire, enfin, au niveau de la religion en tout cas. Ouais, c'est très philosophique, parfois il faut s'accrocher pour lire. Moi j'ai trouvé très long à un moment, très très longue la lecture, je crois à partir du tome, ouais c'était le tome 4. Et en me renseignant un peu plus, j'ai vu que l'auteur disait lui-même qu'il avait du mal à trouver une fin à son histoire. Et en fait, le film est sorti après le tome 4, et donc il a su terminer les tomes 5 et 6 avec les idées, avec l'aide qu'il a reçue des gens qui ont travaillé sur le film. J'ai bien entendu regardé le film également. Et oui, j'ai eu la même impression, sauf qu'avec les jeux de lumière, de colorisation, et même le son, en fait, je trouve qu'on voyage encore mieux dans cet univers, en fait, qui est très particulier. Il est à la fois très inconnu, puis très prenant. C'est vraiment particulier comme œuvre, en fait. Et l'ambiance aussi est vraiment spéciale. Je conseille l'œuvre pour les personnes qui n'ont pas encore découvert Akira. Qui est considéré comme, pour beaucoup comme un chef-d'œuvre. Je suis contente de l'avoir découvert, mais au niveau du plaisir de lecture, enfin voilà, ça n'égale pas certaines séries que j'ai lues quand même, mais je suis contente d'avoir découvert quoi. Ensuite, j'ai lu Mars Red, donc c'était un manga que j'avais acheté il y a pas si longtemps, donc Mars Red qui est en 3 tomes. Hop. Je sais pas trop quoi dire de cette série parce que c'était un peu une lecture OSEF pour ma part, c'est-à-dire que j'ai lu, mais aussitôt lu, aussitôt oublié, enfin je me souviens plus de tout ce qui s'est passé. Ça va parler en fait d'une genre de corporation donc, qui est composée de personnes vampires, et leur but c'est d'aller trouver les autres vampires qui vivent dans la société pour leur poser un dilemme, c'est-à-dire soit tu nous rejoins, tu travailles avec nous, et si tu ne veux pas que tu continues à bouffer des humains, on devra te descendre. Et en gros l'histoire c'est ça, et il y aura l'entrée d'un vampire très puissant, et je ne vais pas en parler plus parce que c'est en 3 tomes et j'ai pas envie de spoiler non plus pour les personnes qui ont envie de le lire. Voilà, si vous aimez les histoires de vampires, voilà, c'est correct, mais c'est pas transcendant non plus. Ensuite, autre série que j'ai achetée et que j'ai lue rapidement après achat, c'est La Guerre des Mondes, donc, qui est une trilogie. Et c'est bien tiré de H.G. Wells et pas George Orwell comme j'avais dit dans mes achats lecture. Bref. Donc, La Guerre des Mondes, je l'avais découvert en film qui m'avait traumatisée. Et puis je l'ai lu en roman que j'ai bien aimé. Et donc j'ai voulu continuer avec le manga. Et si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a une bonne raison, je l'ai déjà revendu.
Alors cette version-ci était un peu particulière puisque j'avais l'impression de lire un nanar en manga. Mais vraiment, quoi, c'était vraiment nanaresque. Je sais pas quoi trouver d'autres comme mots pour le décrire parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné du début à la fin. En fait, au niveau de la réponse que les habitants donnent à la menace, c'est très illogique, tout simplement. Par exemple, ça commence dans un village, mais c'est pas à temps moderne, c'est plus ancien et je crois que c'est à Londres, si je me souviens bien. Il y a les vaisseaux qui apparaissent dans un petit village, euh, là où les habitants, pas proche des habitations, où il y a deux trois maisons et c'est tout quoi. Et donc les gens qui ont entendu le bruit vont aller voir. Et donc il y a l'extraterrestre dans son gros robot qui va commencer à tuer tout le monde avec des gros lasers. Et le personnage principal, qui est témoin de ça, qui est photographe, il fait quoi? Eh ben il rentre chez lui et il prend le thé avec sa femme. Logique. Un peu après, il y a une troupe de soldats qui vont aller voir cet extraterrestre qui est toujours implanté dans le sol, donc il n'est pas encore en déplacement. Ils vont aller le voir pour voir s'il y a moyen de le descendre, tout simplement. Et il n'y aura qu'un seul survivant de cette troupe. Et ce survivant va aller trouver une autre troupe qui a un grade plus haut que lui. Il va trouver son commandant et lui dire bah, je suis le seul survivant, il y a tout le monde qui a été décimé. Et le commandant, qu'est-ce qu'il dit? Oh, j'ai du mal à te croire. Votre troupe, elle était un peu invincible, je comprends pas. Et il lui rigole au nez. Donc il rigole au nez d'un mec traumatisé qui a perdu tous ses camarades au combat. Il y a aussi la fameuse apparition des tripodes, donc ça s'appelle là ils sont en déplacement. Donc les gens dans la ville, oh, j'ai du mal à croire moi cette histoire. Je crois que c'est à Londres à ce moment-là. Euh, et puis d'un coup, donc ils sont en train de parler comme ça dans la rue. Et puis d'un coup, les tripodes apparaissent au-dessus d'eux. Et ils marchent et ils apparaissent. Et ils n'ont pas entendu de bruit quand ils sont apparus, vraiment comme par magie. Alors que quand l'auteur fait des gros plans sur eux, on voit clairement les onomatopées, euh, qui font des boum, crack, qui a des vibrations, que ça fait beaucoup de bruit quand ça se déplace. Et voilà, encore une incohérence dans le manga. Et il y a quand même, ça c'est mon petit préféré quand même, c'est au moment où la foule commence un peu à paniquer, il y a quand même ce mec qui va s'inquiéter pour ses orchidées. Voilà. Alors, en tant que grande passionnée de plantes et de fleurs, je peux dire que choisir entre sa vie et une petite potée d'orchidées, je crois que le choix n'a pas à se faire. Enfin, bref, si vous êtes quand même intéressé, allez jeter un coup d'œil, mais vous n'aurez pas peur. Ça va peut-être vous faire sourire, certains moments vont peut-être vous faire sourire, mais c'est pas un manga qui fait peur. Du tout. Ensuite, le prochain manga, c'est un manga que j'avais dans ma mangathèque depuis un moment, c'est Bestiarius. Donc Bestiarius, ça va parler de l'Empire romain, mais dans un monde qui est fantastique. C'est-à-dire que les hommes vivent avec des créatures légendaires, des wyvernes, des gobelins, des chimères, des centaures, voilà, toute cette créature mythologique-ci, on va dire. Dans ce monde-ci, les Romains vont dominer très très fort les créatures et vont les réduire à l'esclavage. Et donc ces créatures-ci vont être obligées de se battre en grande partie dans les arènes contre des bestiarius, que ça s'appelle. Ce sont des gladiateurs très forts qui sont parés pour se battre contre ces créatures-ci. Et ce qui va se passer, c'est que chez les bestiaries, il y en a qui seront aussi pas super bien traités non plus par l'Empire, qui sont aussi un peu des esclaves. Et ils vont se révolter, s'associer avec certaines créatures et mettre un peu le bordel dans l'Empire qui commence à paniquer.
On va surtout suivre, je crois que ça, il s'appelle Finn. Finn, Hop et la Wyvern, donc il y a un genre de gros dragon là comme ça, qui vont s'échapper ensemble de l'arène et donc qui vont essayer de préparer des assauts contre Rome, même si de base, je crois, enfin si je me souviens bien, eux ils veulent juste vivre en paix et vivre sur une terre où les créatures peuvent vivre en paix et qu'elles se font pas emmerder par les Romains. Et les Romains, eux, ils sont pas très d'accord. Eux, dans leur tête, c'est l'extermination complète de toutes les créatures et l'homme prime sur tout. Au niveau des dessins, ils sont magnifiques, franchement. Regardez-moi ça. J'adore. C'est l'auteur, donc qui est Masasumi Karizaki. Magnifique coup de crayon. C'est vraiment des superbes dessins. J'essaie de vous retrouver un. Ouais, voilà, par exemple. Un Minotaure. Au niveau de la narration, je trouve que dans cette série-ci, c'est très bien. Enfin, je dis dans cette série-ci parce que j'ai lu aussi une autre œuvre de cet auteur. Les histoires sont très bien. Ici, j'ai lu que 2 séries de cet auteur et je me rends compte qu'il aime bien un peu tout ce qui est cruauté et comment dire, méchanceté gratuite, on va dire ça comme ça. Mais ça sert bien à l'histoire en tout cas de Bestiarius parce que c'est vrai que c'est un monde qui est un peu impitoyable comme ça. Et on va avoir plusieurs protagonistes au fil des tomes qui vont se réunir et qui vont ensemble un peu déstabiliser Rome et son mode de fonctionnement. C'est bien entendu une lecture que je conseille parce que moi en tout cas j'ai vraiment bien apprécié. Je n'avais pas encore de manga, enfin à part Arion mais que j'ai pas commencé, sur les créatures, là plutôt, voilà. Sur les créatures mythologiques, sur un peu le monde de Rome, même si c'est pas du tout réaliste, c'est très fictif. Et les dessins magnifiques qui servent super bien à l'histoire aussi, je conseille. Je vais essayer de lire un Tezuka par mois, et là, ce mois-ci, j'ai lu La Femme Insecte. Hop. Ça, c'est un manga qui... Oh. J'ai cru qu'il était à l'envers, c'est juste moi qui bug. Alors, La Femme Insecte, ça va parler de l'histoire d'une femme qui, comment dire, elle aspire les dons des personnes qu'elle côtoie. C'est une femme qui n'a pas d'identité propre, pas de dons particuliers, enfin en tout cas propre à elle, mis à part le fait de voler celui des autres et de le copier. Et en fait, elle va réussir à entamer une ascension sociale en volant le travail de ses victimes. En gros, elle laisse derrière elle beaucoup de vies détruites. Super, hein? Elle a l'air sympathique. Et donc, cette femme qui est présentée comme manipulatrice, en fait, manipulatrice et même sans empathie, parfois même un peu cruelle, on va voir aussi, enfin l'auteur va nous montrer que elle a aussi sa vulnérabilité, donc c'est-à-dire que elle va se faire aussi beaucoup malmener par la société, mais surtout les hommes. Elle va subir quelques petites agressions quand même, et également il va lui présenter une fragilité psychologique, c'est-à-dire que comment appeler ça, qu'elle va avoir une réduction embryonnaire maternelle, un rappel maternel. C'est compliqué parce que chez elle, elle a une genre de statut de sa maman où tous les jours elle va aller lui téter le sein, quoi. Donc on voit que psychologiquement c'est pas très, très clair. Et cette femme-ci, même si parfois elle peut se montrer très cruelle ou très dérangée, eh ben, elle va rencontrer des gens
qui sont un peu plus dérangés que elle. Et forcément, bah, quand elle rencontre des gens qui sont un peu plus dérangés, elle va un peu leur voler leur talent et elle va un peu assimiler tout ça, mais elle rencontrera toujours des gens qui sont toujours un peu plus dérangés. Voilà, je vais pas en dire de trop comme c'est un one shot et que j'ai pas envie de tout spoiler non plus. Je conseille la lecture si vous aimez bien les Tezuka déjà. Peut-être pas en première lecture puisque c'est pas le meilleur de sa série. Mais si on y ajoute un peu d'analyse, bah en fait, moi en tout cas j'ai trouvé l'histoire qui est très bien. L'histoire m'a bien plu, même si c'est pas mon histoire préférée, je suis contente de l'avoir lue. Et puis j'avais lu quoi? Oui, parce que j'ai plein de séries que j'ai vendues. Bon, je suis très contente de les avoir lues, mais je ne les relirai pas, donc elles sont parties, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'images. Oui, donc la suivante, c'était A Silent Voice, donc qui est très très connu aussi, qui existe même en film, et j'avais envie de le découvrir. Pour faire rapide, donc ça parle bah, d'une fille qui est sourde muette, malentendante si vous préférez, et qui va se faire harceler pendant quelques années par un de ses camarades de classe. Et l'histoire va parler tout simplement du fait que le camarade va réaliser qu'il lui a fait beaucoup de mal, puisqu'il va aussi subir du harcèlement. Ça c'est le karma un peu. Et il va essayer de se lier d'amitié avec cette fille-ci, et ça va parler beaucoup d'amitié, de regrets, de conséquences, de séquelles sur ce qu'il a fait, et sur ce qu'il a subi également du coup. Euh, j'ai bien apprécié, je crois que je vais aussi regarder le film, donc je vous conseille, même si c'est parfois peut-être un peu brisqueur, mais ça va. Ensuite, une ambiance complètement différente, et toujours de cet auteur-ci, c'est Green Blood. Donc Green Blood qui est une série qui est assez rare à trouver, assez compliquée du coup, et que j'ai eu, et que j'ai lu, et que j'ai revendu, puisque je vous expliquerai pourquoi. Green Blood, bah, c'est une histoire qui se passe dans le western, dans un western qui est très sale, très cruel, où les gens sont sans pitié, la cruauté elle est de mise, où le lendemain n'est pas assuré, et où les gens ne sont pas forcément bien traités. Donc on va suivre deux frères donc, qui vivent ensemble. Le petit frère, lui, travaille beaucoup et pense que son grand frère ne fait rien du tout de ses journées, puisque bah, la journée, il est tout le temps à la maison, mais il ne sait pas que la nuit, en fait, ce grand frère-ci, c'est un membre d'un gang qui est très connu, et qui se charge d'être tueur à gages, en fait, tout simplement. Et il est très connu, il est très efficace. Et forcément, ce personnage-ci va avoir des ennemis. Il y a aussi des clans, des clans ennemis, tout simplement. Et donc, il y aura des ennemis qui voudront du mal à cet homme-ci. Et forcément, ils vont essayer par tous les moyens de lui faire du mal, notamment en s'attaquant à ses amis et sa famille. Et je ne vais pas en dire de trop parce que c'est une histoire qui va très vite. Euh, et qui est courte en fait, c'est 5 tomes. Alors bah oui, les dessins sont toujours aussi magnifiques, splendides, franchement l'auteur retranscrit très bien la saleté de ce monde, comment dire ça, l'obscurité, la crasse, la cruauté, ouais, bref voilà. Mais je trouve que dans cette série-ci, tout va trop vite. C'est-à-dire que tout s'enchaîne très vite, voire trop vite. Il y a une scène que j'aurais pu trouver très touchante, mais ça se passe tellement vite que j'ai pas eu le temps de m'attacher. Et surtout les derniers tomes, ça se voit que l'auteur a dû peut-être se dépêcher en fait pour terminer, puisqu'il va nous parler de plusieurs thématiques différentes, notamment d'une thématique qui est assez intéressante,
un peu la vision et la manière de traiter la population noire. Et donc il commence à mettre en place les choses. Et puis d'un coup, il y a tout qui s'enchaîne et on passe de cette thématique-là à autre chose. Et je trouvais ça dommage. Je trouve que c'est une série qui aurait pu être vraiment magnifique, super, s'il y avait plus de tomes. C'est une très bonne série qui est vraiment chouette à lire, vraiment chouette à découvrir. J'espère d'ailleurs qu'elle sera réimprimée. Mais il y a tout qui s'enchaîne trop vite à mon goût. En tout cas, ça c'est mon avis. J'ai vraiment l'impression qu'on a dit à l'auteur de vite le terminer, ce manga-là, mais c'est vraiment dommage, quoi. Ensuite, je vais parler d'une œuvre de Monsieur Takahashi, qui est Neun. Alors, ça, c'est une œuvre inachevée de l'auteur, puisqu'il n'y a pas encore de fin. Je crois qu'il y a 6 tomes actuellement, et je crois que dans certains pays, il y a 6 tomes et demi. Donc il y a des demi-tomes qui sont sortis dans un coffret, c'est un peu spécial. Donc Nine, ça va parler de quoi? Ça va parler du temps de l'Allemagne nazie. Euh, et donc de manière réaliste, mais très fictive. Mais réaliste parce qu'ils ajoutent des éléments quand même qui ont existé. Et donc, en fait, ils ont fait des expériences pour assurer la pérennité du Troisième Reich. Et donc, ces expériences consistaient à inoculer quelque chose dans les descendants de Monsieur de Tonton Dolphy, on va dire comme ça. Je sais pas si je peux me faire strike ou pas. Et donc, dans 13 enfants, il y a l'ADN de ce grand personnage-là. Et ces enfants-ci, en fait, ont un genre de pouvoir caché. Et malheureusement pour eux, les expériences ont pris fin, on ne sait pas réellement pourquoi, et l'ordre de les exterminer a été donné. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des troupes d'élite qui vont aller dans les villages où ils sont logés, donc ils sont tous séparés, ils sont chacun un peu dans des endroits différents. Et ils vont les tuer et exterminer les témoins, c'est-à-dire malheureusement les villages entiers. Et on va suivre parmi ces 13 enfants Neun, donc qui est le numéro 9. Et on va le suivre fuir justement ces troupes d'élite pour pas qu'ils soient exterminés tout simplement. Et on va le voir évoluer dans sa mentalité. Au début il comprend un peu rien, mais il va devenir très vite mature. Et il va rencontrer des gens qui vont lui faire prendre conscience du pouvoir qu'il a, et c'est un pouvoir qui est très complexe, très mystérieux. Je crois que ça s'appelle la transmission ou un truc comme ça, enfin je sais plus, mais c'est assez aussi philosophique on va dire. Mais malheureusement la série s'arrête au moment où ça devient un peu intéressant, donc je saurais pas en dire plus. Alors la lecture, je l'ai bien appréciée, les dessins sont toujours aussi exceptionnels. La cruauté est de mise, hein, parce que les soldats font des choses pas très cool, et c'est souvent sur des enfants dans cette série-ci. Quoi d'autre? L'histoire est bien, le scénario pareil, j'ai bien aimé. C'est très mystérieux de nouveau, on rentre dans une autre branche de l'imagination de Takahashi. Et pour tous ceux qui aiment, je conseille de découvrir, mais pour ceux qui découvrent un peu l'auteur, je sais pas si je le proposerai, ou peut-être quand la série sera terminée, parce que ça nous laisse un peu sur la fin pour le coup. Ensuite, j'ai lu, hop, si j'arrive à le prendre, hop, le manga Parasite. Donc ça faisait un moment aussi que je l'avais dans ma mangathèque. Et je me suis dit que la période d'Halloween serait le bon moment pour le lire. Donc Parasite, c'est très connu, je vais quand même vous faire un petit résumé. Donc c'est un personnage qui s'appelle Shinichi, qui va se faire parasiter par par un parasite qu'il appellera plus tard Migi, qui veut dire main droite en japonais. Donc Migi qui a raté son coup parce qu'il devait parasiter sa tête, et que malheureusement le destin a fait qu'il s'est retrouvé dans sa main droite, donc ils seront obligés de cohabiter.
Donc ils vont découvrir un peu... enfin ça, parce que Miggy c'est pas du tout ce qu'il est, il essaye de découvrir un peu quel est son but dans sa vie. Et ils vont découvrir d'autres congénères parasites qui, eux, ont réussi à parasiter la tête et qui ont des buts un peu particuliers, puisque dans leur tête, c'est exterminer les humains, qui est un message un peu de l'univers pour eux, pour ceux qui arrivent un peu à cerner le but de leur vie. Et ils vont se battre contre certains de ces personnages, ils vont découvrir d'autres personnages qui eux, ont aussi un peu des mésaventures au niveau de la procédure de parasitisme, parasitage, un des deux. Donc forcément ce sera un manga, il faut pas s'attendre à du super sanglant non plus, c'est un peu horrifique, mais c'est très bien placé en fait, comment dire, c'est pas du gore pour du gore, déjà, et ça c'est vraiment bien, c'est appréciable. C'est plus au niveau de la menace, je dirais. Ce qui fait peur, c'est vraiment la menace, le risque de mourir, le risque aussi de pas savoir qui est qui, puisque les parasites peuvent tout à fait prendre la forme normale de la tête et même peuvent changer la morphologie de la tête. C'est plus dans ce sens-ci, c'est qu'on n'est jamais sûr de la personne qu'on côtoie. Pour moi, c'est un classique à avoir dans sa mangatech. Le scénario est très bien, les dessins sont assez classiques, on va dire, mais ça sert très bien le manga. Par exemple, hop. Est-ce que j'aurais un petit dessin de Miggy? Où es-tu? Où es-tu? On a quelques pages couleurs aussi, ça c'est bien dans ce manga-là. Et où es-tu, Miggy? Ouais, voilà, par exemple. Hop. Voilà. Je conseille, c'est une des lectures qui m'a le plus plu ce mois-ci, donc ça bien entendu je vais le garder. Ensuite on va continuer avec Red Ice Sword, donc qui est Akame ga Kill. Ça c'est une série que j'avais découvert en animé d'abord, et bon à l'époque j'avais bien aimé, bon j'ai failli dire que j'avais des goûts de chiottes, mais je vais pas, je vais pas le dire, si en fait je l'ai dit du coup. Bref, voilà, j'ai regardé Akame ga Kill que j'aimais beaucoup à l'époque. C'était du gore et j'aimais bien, il y avait des gens qui mouraient, trop bien. Ça, c'était les sensations recherchées par la jeune ado que j'étais. Et plus tard, j'ai appris que le manga ne suivait pas vraiment, enfin la fin en tout cas ne suivait pas, enfin l'animé ne suivait pas la fin du manga. Donc je me suis pris toute la série pour pouvoir enfin découvrir la fin du manga. J'ai tout lu et ouais, j'ai bien apprécié la lecture. En fait, j'ai mieux apprécié que l'animé. Et la fin, c'est vrai qu'elle est bien différente et elle est sympathique. Pour moi, c'est un manga que je conseille si vous aimez un peu ce style de lecture où il y a des combats, où il y a plein de gens qui meurent, où il y a un peu des... comment dire... de la corruption en fait. C'est une société qui est complètement corrompue puisque comment il s'appelle, c'est plus un roi, je sais plus, le seigneur, je sais plus quoi, qui dirige son empire, c'est un pourri aussi, qui est dirigé par un pourri. C'est tous des pourris en fait ceux qui sont au pouvoir. Euh, Parfois il y a des scènes de méchanceté gratuite, mais c'est des gens qui prennent des soldats du pouvoir qui prennent des gens comme ça dans la rue pour les torturer parce qu'ils sont méchants. Et là, j'entends dans la tête la vidéo des joueurs du grenier, les méchants, les méchants. Et j'avais vraiment ce truc-là dès que je les voyais faire de la torture gratuite. Mais c'est vraiment le gros cliché du méchant, quoi. Ils sont méchants juste parce qu'ils sont méchants et qu'ils sont là juste pour faire du mal et il n'y a rien d'autre à côté. En gros, les personnages sont sympas, ils sont pas super développés non plus. D'ailleurs, une qui tient jusqu'à la fin, SDF, ceux qui connaissent avec ses cheveux bleus, pouvoir de la glace,
ça se développe un peu du côté sentimental, mais c'est une méchante aussi qui aime bien le sadisme et la cruauté, quoi. Ouais. C'est pas une série que j'ai gardée parce que je la relirai pas, mais j'étais contente de la redécouvrir. Puis ceux qui aiment bien ce style-ci, franchement, je conseille parce que c'est pas une mauvaise série du tout, mais il faut aimer le style, c'est tout. Après, j'ai lu Itomoji, donc, qui est une histoire du même auteur que Ikigami. Et Itomoji, ça va parler d'une nouvelle, on va dire, maladie qui apparaît dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont respirer des genres de spores et en fait vont développer les mêmes particularités que les blobs. Donc les blobs qui sont ce genre de petites créatures là qui sont très mystérieuses et qu'on peut même avoir comme animaux de compagnie. Ça mange des flocons d'avoine si jamais vous voulez en avoir. Et donc ces gens-ci vont se transformer en blobs sous le coup du stress. Donc c'est-à-dire que dès qu'elles seront vraiment submergées par le stress, eh ben, il y a un mécanisme de défense qui va se faire dans leur corps et elles vont fondre, elles vont devenir un blob. Et pour les refaire revenir à leur état normal, il y a une société qui sert à les aider tout simplement, qui va essayer de les rassurer, qui va les prendre en charge et qui va essayer de faire redescendre la pression. Parfois ça va fonctionner, parfois ça va pas fonctionner. Si vous avez lu Ikigami, c'est un peu le même mécanisme psychologique, donc qu'il y a des personnes qui sont super stressées, qui vont avoir un but particulier, que si elles ne l'accomplissent pas, ça ne va pas fonctionner, elles vont mourir. Oui, parce que s'ils n'arrivent pas à la faire déstresser, à le remettre dans leur état normal, elles vont genre de structure blobique qui va grimper, se solidifier, exploser et répandre des pores partout qui vont potentiellement bah, parasiter tous les gens autour qui vont les respirer. Donc c'est tout dans l'intérêt de la société de mettre en place des associations qui permettent d'aider ces gens-là. J'ai bien aimé la lecture, mais j'ai quand même préféré Ikigami, parce que Ikigami c'est un peu plus, je veux dire, un peu plus cruel au niveau, parce que c'est vraiment, il n'y a pas de stress, c'est juste pouf, t'es sélectionné pour mourir, et puis c'est tout, y a pas de chemin de retour, il n'y a pas de porte de sortie, c'est tout. Il y a plus, il y a moins d'enjeux, puisque de toute façon le résultat sera la mort. Mais dans Itomoji, voilà, il y a quand même une possibilité de réussir à s'en sortir, ce qui est très très bien. Mais j'ai eu moins d'émotions, moins ressenti d'émotions pour cette lecture-ci. Mais elle est vraiment bien et la couverture est vraiment très jolie, je la mettrai là aussi. Je conseille quand même, si vous aimez bien ce type d'histoire également. Alors ensuite, toujours pour la période d'Halloween, j'ai lu les Gannibal. J'ai pas pris de tome parce que je sais pas où je les ai foutus, mais j'ai toujours la série. Alors Gannibal, est-ce que je dois vous faire un résumé ou est-ce que les gens en ont assez parlé? Donc je vais vite en faire un tout petit. C'est un officier qui va habiter dans un village et il se rend compte que dans ce village-ci, la population n'est pas très nette, donc il va y avoir aussi des meurtres qui vont être un peu étrangement balayés. La population va dire ouais c'est un ours qui a fait ça, nanana, c'est tout, on s'arrête là. Mais il va se rendre compte que le comportement de la population n'est pas très net et il va y avoir toute une escalade dans dans la nervosité. Je trouve que c'est un récit qui est très nerveux, des dessins qui sont très nerveux également, et ça sert très bien l'histoire. Et forcément, Cannibal, on va se rendre compte que il y a des mœurs qui comment dire, en gros, qui a une culture qui est un peu dépassée, des cultures anciennes qui ne devraient pas refaire surface. Voilà. Et donc cet officier va essayer de mettre les choses au clair et il va découvrir de plus en plus de choses dégoûtantes. Hein. Et ça va vraiment, comme j'ai dit, être une escalade dans la découverte
et dans le stress et l'angoisse. Moi j'ai plutôt bien aimé la série, à vrai dire, c'est une très bonne série. Le dessin est très bien, il sert très bien à l'histoire comme je l'ai dit. J'ai bien aimé le personnage principal, j'ai bien aimé aussi le personnage plus antagoniste. Voilà. Les moments, en fait, il y a des moments où, où on retourne dans le passé, mais je trouve aussi que ça sert énormément pour connaître, en fait, pourquoi est-ce que ce village en est arrivé là. Ça va nous mener sur des pistes qui seront fausses, puis ça va nous reballoter sur d'autres. Moi, j'aime encore bien. Je suis pas d'habitude fan des thrillers, mais là, celui-ci m'a vraiment bien plu. Et je trouve que c'est une bonne série à découvrir, une bonne série horrifique à découvrir. La fin, je l'ai trouvée aussi tout à fait correcte. C'est pas une fin, la fin du feu de Dieu, mais elle est tout à fait correcte. Et bon, je ne vais pas cracher sur cette série parce que ça m'a bien plu et je la relirai. Par contre, une que je relirai pas, c'est Dragon Head. Donc ça peut surprendre puisque, je sais pas, à chaque fois que j'en entends parler, tout le monde dit « Waouh, c'est exceptionnel, la peur, machin ». Ayant lu des Junji Ito et des Lovecraft, je trouve qu'il y a mieux, quoi. Enfin, il y a mieux que Dragon Head. Donc je vais quand même présenter et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc Dragon Head, maintenant, il est sorti en 5 ou 6 tomes. Je crois que c'est 5 gros tomes bien fat. Donc qui va présenter deux personnages principaux. En fait, ce sont des élèves qui sont en voyage scolaire et ils vont passer un moment dans un tunnel souterrain. Et il va y avoir un tremblement de terre, il va y avoir un accident de train et le tunnel va s'effondrer en partie et beaucoup de gens vont mourir. Donc il y aura quelques survivants qui seront enfermés dans ce tunnel. Donc tout commence de là. Et donc forcément ils sont plongés dans le noir, ils ont trouvé 2-3 petits trucs pour s'illuminer. Mais bon, ça suffira pas, quoi. L'angoisse, la claustrophobie, ils réunissent une chaleur intense là en dessous, ils comprennent pas trop ce qui leur arrive, tout le monde est mort autour d'eux, c'est l'angoisse totale. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un en particulier qui va un peu perdre la boule, qui va devenir un peu fou tout simplement, qui va se faire des marques sur les visages, etc. Et en fait, c'est une histoire qui va jouer avec plein de peurs différentes. Le premier tome, forcément, ce sera sur la claustrophobie et peut-être même la folie. Le deuxième tome, je sais même plus si c'est... Ça va peut-être jouer sur l'inconnu type brume. Enfin, je vais pas dire toutes les peurs de tous les tomes, mais en gros, ça va jouer fort avec les peurs, on va dire, primaires de l'être humain. Et la lecture est sympa. J'ai pas dit que c'était une mauvaise lecture, hein, mais clairement au niveau de la peur, moi j'ai ressenti plus de choses pour le tome 1, mais pour le reste, à part une scène qui était un peu particulière, j'ai pas trop ressenti non plus. Mais la lecture est sympa. C'est juste que voilà, j'ai lu mieux. Et voilà, c'en est fini des lectures du mois d'octobre. Je vous retrouverai prochainement pour les achats et lectures du mois de novembre, qui sera pas triste non plus, je crois. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt!